Bonsoir. Notre intervention intitulée La pensée de Mill entre utilitarisme et liberté. Philosophe et économiste anglais, Mill représente plusieurs courants de pensée. La pensée libérale, l'utilitarisme, l'attirance vers le socialisme utopique. Il incarne la synthèse de tout cela, comprenant que la réalité est trop complexe pour être enfermée dans une explication théorique unique. Il se situe à la charnière entre les aspirations du XVIIIe siècle pour la liberté, la raison et la science, et le courant du XIXe siècle qui tendait vers l'empirisme et le socialisme. Il emprunte à l'empirisme de Hume, à l'utilitarisme de Bentham, à Saint-Simon, à Kant, à l'associationnisme de son père, l'idée d'une marche irrésistible de l'histoire vers la démocratie et le risque de la tyrannie de la majorité vient de Tocqueville. La vie de Mill. John Stuart Mill, né à Londres en 1806, est né d'une famille qui comptera 9 enfants. Son père, économiste et philosophe, et un disciple de Bentham, et Ricardo, d'origine écossaise. Il est un précurseur de l'utilitarisme. Il est aussi suivant ainsi Helvétius, persuadé que l'éducation est toute puissante dans la formation de l'individu et va faire de son fils une sorte de machine à penser. Il lui impose une discipline de fer. John Stuart apprend le grec dès l'âge de 3 ans. À 8 ans, il a déjà lu Hérodote, Xénophane, Platon en partie. Il apprend le latin, doit l'enseigner à ses frères. Le jeune John Stuart n'a droit ni aux jouets ni aux récréations. Tout au plus, son père l'amène-t-il dans ses promenades durant lesquelles il doit lui résumer ses lectures de la veille et l'écouter parler d'économie et de politique. Le soir, il faut apprendre l'arithmétique. À 12 ans, il étudie Aristote. Hobbes, à 13 ans, il lit Ricardo. À l'âge de 14 ans, il fait un séjour d'un an en France, d'abord à Paris, où il est reçu par Saï, puis dans les midis, il gardera toute sa vie une tendresse pour ses pays. À son retour, il se déclare disciple de Bentham. Et en 1822, fonde l'Utilitarian Society. Il commence à écrire des articles. En 1823, il entre à la compagnie des Indes sous l'ordre de son père, où il fera toute sa carrière. Il en deviendra le chef contrôleur en 1856 et ne le quittera qu'à sa dissolution en 1858. Le surménage intellectuel vaut à John Stuart Mill une crise morale à l'âge de 20 ans. Il comprend alors la valeur du sentiment, de la poésie et de son utilitarisme devient plus large que celui de Bentham. Bref, il s'éloigne de la doctrine de son père. En 1830, il tombe amoureux de Madame Taylor. Sa passion est aveugle, son amour exalté. Il considère qu'elle l'a révélé à lui-même. Il l'épouse en 1851. Après la mort de Madame Taylor, lorsqu'elle meurt en 1858, il l'a fait enterrer à Avignon et s'installe dans une petite maison à Saint-Véran, d'où il peut voir le cimetière. Il publie de nombreux articles et livres. En 1856, il tue lui à Westminster, faisant fi de parti, invoquant ces principes. Il n'est pas surpris de ne pas être réélu en 1868. Il restera de lors à Saint-Véran avec sa belle-fille Ellen Taylor, écrivant, discutant, lisant, faisant de botanique. Il meurt le 7 mai 1873. Ses dernières paroles furent les suivantes.
Vous savez que j'ai accompli ma tête. Il fut enterré à Avignon avec sa femme. Les principales œuvres de Mill, Système de logique inductive et déductive, 1843, Principe d'économie politique, 1848, De la liberté écrit conjointement avec sa femme, 1858, L'utilitarisme, 1861, le gouvernement représentatif, 1861, de l'asservissement des femmes, 1869. La philosophie de Mill est d'abord considérée comme un utilitariste. Qu'est-ce que l'utilitarisme? C'est la théorie qui fait de l'utilité le seul critère de la moralité. En d'autres termes, une action est bonne en ce qu'elle contribue au bonheur du plus grand nombre. Mais comment définir ce bonheur? Mill répond par bonheur. On entend le plaisir et l'absence de douleur. Par malheur, le douleur et la privation de plaisir. Comment définir le bonheur du plus grand nombre? C'est ici que les théories de Bentham et de Mill divergent. Bentham considère que le bonheur est lié à la quantité de plaisir. Il n'en a donc une conception quantitative arithmétique. Pour Mill, au contraire, ce qui importe est la qualité du plaisir. Par exemple, le plaisir de l'esprit sont plus importants que ceux du corps. Mieux vaut, par exemple, être un Socrate malheureux qu'un imbécile satisfait. Un savant ne saurait désirer devenir ignorant, pas plus qu'un être intelligent ne souhaite devenir un imbécile. Une seconde différence intervient entre Bentham et Mill. Bentham considère que le bonheur de l'individu s'identifie avec les intérêts de l'humanité. Au contraire, Mill souligne l'écart dans l'état actuel de nos sociétés entre le bonheur privé et le bien public. Il faut bien sûr œuvrer à réduire cet écart, mais en attendant, le sacrifice de l'individu pour le bien commun reste la plus haute des vertus. Ainsi, si Bentham représente l'utilitarisme égoïste, Mill représente l'utilitarisme altruiste. Le bonheur doit être celui de tout. Certes, le sacrifice de l'individu ne saurait avoir valeur en lui-même, mais seulement en ce qu'il augmente autant à augmenter la somme totale du bonheur. Mill a pu être dit le nom conformiste de la liberté. Il considère que l'individu n'a pas de compte à rendre à la société pour ses actes tant que ceux-ci ne concernent les intérêts d'aucune autre personne que lui-même. Ainsi, la société n'a pas, sur ce point, à légiférer. La liberté est la protection contre toute contrainte. La plus redoutable de toutes étant celle d'une opinion publique qui veut imposer ses coutumes et ses croyances. La liberté n'est pas la loi du nombre. L'individu doit en revanche rendre compte pour les actes préjudiciables aux intérêts d'autrui. La liberté politique est d'abord participation au pouvoir. Mill est profondément démocrate. Il défend une démocratie représentative où tous les courants sont représentés et non pas seulement la majorité. Il faudrait que les minorités puissent être entendues avec une chance de triompher par la force de leurs arguments s'ils sont conformes à la raison. L'État doit rendre l'éducation obligatoire, même si Mill ne s'oppose pas à l'existence d'écoles privées de peur de l'uniformisation des idées. Il faut coordonner l'intérêt individuel. Ainsi, le commerce doit-il être un acte social dont la fin est de servir l'intérêt général. L'État ne doit pas avoir trop de tâches car ce serait d'augmenter son pouvoir. Les grandes sociétés sont donc à laisser au privé. Mais il se méfie de l'État central, d'où l'idée que les municipalités doivent assurer les tâches, entretien de routes, de canaux. L'État doit aider les efforts individuels et apporter le secours nécessaire. Mais il n'est pas un ultra-libéral. Face à la faiblesse du peuple, l'État doit agir.
Il faut garantir l'égalité de chance. Ceux qui ont gagné davantage ne doivent pas être sanctionnés, par exemple, par une taxe trop importante sur le grandes fortunes, mais inversement, les enfants doivent fournir des efforts pour leur héritage. En l'absence d'héritiers directs, les héritages doivent revenir à l'État. L'État doit prendre en charge la formation de la santé, mais il se dévouera pour l'émancipation des femmes. La revendication du droit de vote pour les femmes fut d'ailleurs une des conditions posées pour accepter d'être candidat à Westminster en 1865. Il tiendra à démontrer la nécessité d'accorder aux femmes l'égalité avec les hommes à une époque où en Angleterre, les maris considéraient leur épouse comme une chose qui devait servir à leur usage. Mais ils lui considèrent que le droit de vote accordé aux femmes aura pour double avantage de mettre aux femmes des intéressés à la politique et de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités. Mais il reconnaît aux socialistes utopiques de l'époque, c'est Simon Owen Fourier, le mérite d'avoir proclamé l'égalité totale des hommes et des femmes. Mais il apparaît donc comme un libéral influencé par des objectifs sociaux. Outre les consciences éthiques et politiques, l'œuvre de Mill aborde le problème de la connaissance. Il est l'un des derniers empiristes anglais pensant que le seul fondement de la connaissance est l'expérience. Merci bien de votre attention. Voilà, notre intervention est terminée. Au revoir.